La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltec vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre. C'était l'anniversaire de Poutine, vendredi 7, et on se doutait bien que le gouvernement ukrainien et globalement les forces qui dirigent le pays actuellement allaient faire quelque chose. Ils ont fait sauter le pont de Crimée. Ça, c'est une attaque terroriste sur les territoires russes, directement, et la Douma vient de considérer cet incident comme étant une déclaration de guerre. La Douma étant le parlement russe, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Par ses actions, le régime de Kiev s'est mis concrètement au même niveau que les mouvements terroristes internationaux, que les groupes les plus odieux. Il est tout simplement impossible de laisser de tels crimes sans réponse. Au moyen d'armes de haute précision aérienne et basées sur la mer et au sol, des frappes massives ont été effectuées contre les infrastructures énergétiques, de commandement militaire et de communications ukrainiennes. En cas de nouvelles tentatives d'organiser des attentats sur notre territoire, les réponses de la Russie seront dures et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie. Je suis au Donbass depuis le mois de juillet et je suis devenu journaliste indépendant de guerre. Je n'ai pas de carte de journaliste, je n'ai pas fait de journalisme. Comme vous le savez, on peut devenir journaliste indépendant de guerre, ce que je le suis maintenant. Je couvre ce qui se passe dans le Donbass depuis le mois de juillet. J'ai découvert pas mal de choses, et notamment l'utilisation d'une bombe française qui a été utilisée pour une attaque chimique le 11 août à Donetsk, qui a été présentée lors d'une conférence de presse début août, lors d'une conférence de presse antiterrorisme du Donbass, où là, nous avons présenté les preuves. À partir de ce jour-là, le soir de cette conférence de presse, l'armée ukrainienne et le SBU, donc les services de secret ukrainiens, ont proposé de l'argent sur les canaux Telegram pour me tuer et doubler la mise pour me tuer en Russie. Dites-moi, Mickey, comment pouvez-vous regarder un homme ordinaire, un type innocent qui a des enfants, et le tuer aussitôt après? Comment? Comment pouvez-vous faire ça? Innocent? Qui est innocent? Vous êtes innocent, vous? Je suis innocent, ça oui. De meurtre, absolument. Qu'est-ce que c'est que le meurtre, mon vieux? Toutes les créatures de Dieu font ça d'une manière ou d'une autre. Tenez, prenez la forêt. Il y a des espèces qui tuent d'autres espèces, notre espèce tue toutes les autres espèces, et la forêt avec. Et on appelle ça de l'industrie, pas du meurtre. Depuis le début, on m'accuse d'avoir menti ou maintenant de faire de la propagande. Comment vous pouvez expliquer que je suis maintenant sur une liste noire à assassiner? Depuis quand on met des menteurs sur une liste gouvernementale à tuer? Mais il y a un tas de gens qui méritent de mourir. Pourquoi mérite-t-il de mourir? Tout le monde a quelque chose dans son passé, un péché, un truc affreux, secret.
On croise beaucoup de gens qui sont déjà morts. Ils demandent qu'à être soulagés. Alors j'interviens, messager du destin. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne des fruits en abondance. Ah oui, c'est la théorie selon laquelle la victime va au-devant du tueur en série. C'est à ça que vous pensez? Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que vous voyez le côté de l'Ukraine. Attention, et André, vous le savez très bien, je ne conteste pas ce qui se passe en Ukraine. Je ne dis pas que les Russes quand même une blancs invasion, comme neige. Hein. Ouais. Bien sûr, mais c'est ça. C'est que on dit que je suis pro-Kremlin, mais depuis le début, je n'ai jamais nié ce qui se passe en Ukraine. Je dis juste ce qui se passe dans le Donbass, on le cache et on ne veut pas le montrer. Comment vous expliquez qu'une bombe sur 3 tous les jours est une bombe française qui atterrit? Je vous donne un exemple dans Donetsk. Pour bien faire comprendre aux gens, Donetsk, c'est une ville où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de militaires. Donetsk, c'est un centre-ville où il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de missiles, il n'y a rien du tout. Tous les jours, il y a des obus français tirés par les Ukrainiens. Enfin, il n'y a pas que des obus français, Adrien. Il y a des obus de l'OTAN. Je l'ai précisé, 1 sur 3. 1 sur 3. Un obus sur 3 est un obus français. Les autres sont italiens, américains, voilà, de toutes sortes. Oui, bien sûr. Je précise bien, une bombe sur 3 est une bombe française, qui est quand même un chiffre énorme, André. Vous me le permettez. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Une bombe sur 3 qui atterrit dans le Donbass, c'est une bombe française. Ça fait pratiquement 30% de bombes. Eh bien, le loup ne sait pas qu'il est un loup. Le daim ne sait pas qu'il est un daim. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Vous voulez dire que le monde n'est fait que de prédateurs, et que par exemple, si un cougar tue un élan, c'est parce que son heure est venue, et que les foutaises des militants qui veulent sauver les animaux ne servent en définitive qu'à rompre l'équilibre de la nature. Peut-être avez-vous raison, Mickey. Moi, je ne crois pas, mais peut-être avez-vous raison. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial? Il s'agit des bombardements terroristes contre les villes du Donbass, qui durent depuis plus de 8 ans. Il s'agit également des actes de terrorisme nucléaire. Je parle là des frappes de missiles et d'artillerie contre la centrale nucléaire de Zaporodje, mais pas seulement. Les services spéciaux de l'Ukraine ont également déjà effectué 3 actes terroristes contre la centrale nucléaire de Koursk en Russie, en faisant exploser à plusieurs reprises les lignes à haute tension de la centrale. Le 3e attentat a endommagé 3 lignes de ce type. Les mesures prises ont permis de réparer les dommages dans les plus brefs délais et d'éviter toute conséquence grave. Mais un certain nombre d'autres attaques terroristes et des tentatives de crimes similaires ont été commis contre des installations électriques et des infrastructures de transport de gaz de notre pays. Notamment, une tentative de faire exploser le système de transport de gaz Turkstream sur l'une de ses sections. L'explosion sur le pont de Crimée a fait 3 victimes. Les dégâts sont estimés entre 200 et 500 millions de roubles, soit entre 3 et 8 millions d'euros. On va répondre d'abord à une question, j'allais dire presque mathématique. Quelle est l'étendue aujourd'hui de l'arsenal nucléaire russe? Il est considérable d'abord. Tout d'abord, il faut rappeler que la Russie possède de l'arme nucléaire depuis 1949. Donc il y a une très longue pratique, une très longue expérience de ce qu'est la dissuasion nucléaire. À la fin de la guerre froide, la Russie avait environ 48 000 têtes nucléaires. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus modéré, mais ça reste colossal. On compare par exemple par rapport, alors c'est à peu près un peu plus supérieur que les États-Unis, mais regardez par exemple les autres puissances nucléaires avérées. La Chine 350, ça monte, il ne faut pas l'oublier, le nombre de têtes nucléaires. Et la France et le Royaume-Uni considèrent qu'avec ce nombre, donc 290 pour la France, cela suffit. Donc la Russie, aujourd'hui, c'est la première puissance nucléaire au monde. La Russie lance ce jeudi une série de manœuvres militaires en collaboration avec la Chine dans l'extrême-orient russe. Cette démonstration de force devrait impliquer plus de 50 000 troupes, 140 avions et 60 navires de guerre. Une manière pour la Russie de démontrer que même après 6 mois de guerre en Ukraine, elle peut encore se permettre le luxe d'employer une partie de son armée dans des exercices. Sans aucun doute, le fait de mener des exercices alors que nous sommes en guerre montre que les dirigeants russes veulent prouver que tout va bien et se déroule comme prévu, que le pays et les forces armées disposent des ressources nécessaires pour gérer à la fois l'opération militaire spéciale et des exercices avec un contingent assez important.
Ces exercices sont aussi un symbole du rapprochement stratégique entre Pékin et Moscou, en opposition avec les États-Unis. La Chine avait notamment refusé de condamner son voisin pour l'invasion de l'Ukraine, tout comme la Russie avait soutenu Pékin au moment des récentes tensions autour de Taïwan. Le Bélarus soutiendra son allié russe en cas de guerre. S'exprimant sur un ton martial dans le contexte des fortes tensions autour de la crise ukrainienne, Alexandre Loukachenko a promis d'accueillir sur son sol des centaines de milliers de soldats russes en cas de conflit. Et le président de mettre en garde les Occidentaux, son pays est prêt à s'engager militairement. Il y aura une guerre dans 2 cas de figure, dit-il. Dans le premier cas, si une agression directe est commise contre le Bélarus, alors nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie, y compris ceux qui ne le veulent pas. Et dans le second cas, si notre allié la Russie est attaqué directement, alors le Bélarus s'engagera dans la guerre. Les images sont impressionnantes. Elles sont fournies par la télévision d'État nord-coréenne. Le lancement d'un missile balistique intercontinental, mais pas n'importe lequel, un Hwasong 17, surnommé missile monstre. Car il peut être équipé d'ogives nucléaires et sa portée peut atteindre 15 000 km, capable donc de frapper n'importe quelle partie des États-Unis. Dans ce clip vidéo, Kim Jong-un en personne ordonne le tir. Il se rappelle donc au bon souvenir de la communauté internationale, alors que tous les yeux sont rivés vers l'Ukraine. La Corée du Nord a lancé 2 nouveaux missiles de courte portée en direction de la mer du Japon. Selon les autorités sud-coréennes, les projectiles auraient été tirés depuis les environs de Pyongyang, la capitale du Nord. Ce tir fait suite à des exercices conjoints de missiles entre la Corée du Sud et les États-Unis. 시험팔 국방과학연구 부문의 지도 간부들과 함께 발사 종합 지휘소를 차지하시자 발사 진지와 시험 관측 기술 초소들 관련 시험 연구소들의 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 시험 발사를 위한 전투 경보가 울렸습니다. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и все. Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные по дну Балтийского моря, проходящие по дну Балтийского моря подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации.
И, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенные условия. Ее мощность составляет 27,5 миллиардов кубических метров в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе.